Vous regardez New York Info, bonsoir, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage. Le mouvement de protestation entamé fin décembre contre le pouvoir iranien s'est poursuivi le week-end dernier malgré la répression et la coupure d'Internet dans le pays. Le régime iranien menace les États-Unis et Israël en cas d'attaque et des ONG font état d'au moins 500 morts. Madi Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Ces manifestations en Iran étaient au départ sociales. Comment ont-elles évolué pour devenir aujourd'hui un mouvement plus largement politique? Effectivement, il y a un peu moins de 3 semaines, il y a eu des manifestations en Iran, débutées avec des commerçants d'ailleurs, qui se plaignaient du fait que la monnaie elle-même était en chute libre, qui se plaignaient également de l'inflation qui était galopante, qui se plaignaient aussi de la montée des prix, de la détérioration de façon générale des conditions de vie des Iraniens. Ces revendications, n'étant pas propres à ces commerçants, ont eu un écho chez d'autres Iraniens qui ont eux également commencé à dire mais ils ne sont pas les seuls à vivre ces problèmes, qui se sont mis à sortir également pour manifester. Mais comme d'habitude, ce genre de manifestation, on sait avec quel slogan ça commence, mais on ne sait pas avec quel slogan ça finit. Progressivement, les revendications ont dépassé le cadre économique, le cadre social. Certaines des revendications allaient dans le sens de remettre en cause tout bonnement le pouvoir qui se trouve actuellement en Iran. Certains même sont allés jusqu'à demander à démettre Ali Khamenei, ce qui est quand même très rare en Iran. Et malgré une répression sévère, la mobilisation, elle, se poursuit. Mais qu'est-ce qui explique cette résilience des manifestants? Je me dis que, comme ça se fait dans tous les pays, quand des manifestations prennent de l'ampleur, les manifestants se disent c'est le moment. Qu'on se rappelle, il y a quelques années, on a eu des manifestations en Iran qui ont mobilisé d'abord les femmes, ensuite les Iraniens de façon générale. Après l'assassinat de Mahsa Amini, la jeune femme qu'on avait assassinée parce qu'elle n'avait pas bien porté son voile. Ce que lui reprochait la brigade des mœurs, qu'on se rappelle que c'était parti de la même façon, c'était quelque chose qu'on pouvait considérer comme un phénomène particulier, spécifique, qui a fini par prendre de l'ampleur, mais qui n'a pas continué. Parce que les pouvoirs en place ont deux façons de faire. Sous-estimer une manifestation et regarder les manifestants se fatiguer eux-mêmes, laisser les manifestations perdre de l'ampleur, les populations retournent dans leur maison. Ou bien s'inquiéter d'une manifestation, et souvent en ce moment, c'est la mauvaise méthode qui est utilisée, c'est-à-dire la répression, de façon extrêmement dure, pour cette fois-ci obliger les gens à retourner dans les maisons, découragés, mais souvent ça se traduit malheureusement par un grand nombre de morts et de blessés. Oui, les autorités iraniennes ont procédé à une coupure quasi totale d'Internet, mais en quoi cette stratégie est-elle déterminante pour le régime? Je crois que tous les pays ont retenu la leçon de ce qu'on appelle les Gen Z. Quand on veut faire une manifestation pour mobiliser, il faut pouvoir informer. Qu'on sache on se rencontre où, qu'on sache qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les slogans, pourquoi on manifeste. En Iran, je ne vois pas dans quels médias ces jeunes qui veulent manifester peuvent exprimer tout cela. Donc le vrai lieu de rendez-vous pour eux, c'est bien sûr Internet. Raison pour laquelle l'Iran a fait ce qu'on a vu beaucoup de pays africains faire dans les mêmes conditions. La deuxième raison, c'est que si le nombre de morts indiqué est vrai, parce qu'il y a des débats sur le chiffre, ce qui est sûr, il y a une ONG qui dit clairement, une ONG iranienne d'ailleurs des droits de l'homme, il y a 192 morts documentés. Moi, j'aime bien ce mot documenté parce que ça veut dire que sur chaque mort, il y a un nom, il y a un lieu, il y a un visage, il y a une famille. Cela dit, de façon très claire. Le chiffre réel de victimes pourrait être bien plus élevé. Oui, puisque la même ONG dit, eux, c'est ça qu'ils ont documenté. C'est-à-dire, en donnant 192 morts, on peut faire la liste des morts. Ça veut dire qu'ici, c'est un chiffre qui est précis, qui est clair, qui ne fait pas l'objet de discussion. Ça suppose qu'il y a d'autres morts qui n'ont pas documenté, et d'ailleurs, eux-mêmes, ils ont dit qu'il y en a certainement d'autres plus. Médias parlent de au moins 500, les chiffres, c'est vrai que des chiffres... Il y en a même qui disent 2000. Quand vous regardez les médias, il y en a même qui disent 2000, mais comme j'ai dit, quand ce n'est pas documenté, c'est difficile de prendre le chiffre, mais à 192, c'est déjà trop pour une manifestation.
Parce qu'il faut qu'on soit clair, et que ce soit en Iran ou que ce soit ailleurs, mais quand des gens manifestent leur mécontentement dans un pays, pour moi, c'est la chose la plus normale. On a mis des gens devant pour mettre les populations dans les meilleures conditions possibles. Quand cela n'est pas réglé, il faut laisser les populations exprimer leur mécontentement pour faire savoir à ceux qui ont été élus, à ceux qui ont été mis devant, que vous n'avez pas joué le rôle qu'on attendait de vous. Mais quand on parle de république, c'est ça qu'on attend dans une république. Mais vouloir empêcher à des gens de manifester parce que les gens ne sont pas d'accord avec un régime, il ne faut pas créer une république, il faut trouver une autre forme de régime, parce que dans une république, le minimum, c'est qu'on puisse dire ce qu'on pense, qu'on soit d'accord ou qu'on ne le soit pas. Justement, comment est-ce que les populations iraniennes perçoivent-elles cette répression? Est-ce qu'elle renforce la peur ou plutôt la colère? Pour le moment, ça renforce la colère. Parce que quand ça renforce la peur, vous allez voir immédiatement à la manifestation suivante, il y aura moins très peu de gens. Parce que souvent, on utilise la répression pour décourager, alors que parfois, ça fait le contraire. Les gens vont dire, mais comme il y a eu 192 morts, puisque ça, c'est indiscutable, on ne va pas laisser ces gens-là mourir pour rien. On ne va pas arrêter tant qu'on ne va pas obtenir un résultat. Vous avez des gens qui raisonnent comme ça. Comme on en est arrivé là, on a déjà franchi la ligne rouge, il n'y a plus à avoir peur. D'ailleurs, dans certains des slogans des manifestations, des manifestants plutôt, ils disent que cette année sera une année rouge. Rouge en termes de sang. C'est-à-dire que c'est des gens que le sang n'a pas apeuré, mais le sang a plutôt augmenté leur détermination. Maintenant, ce n'est pas le fort de tout le monde. Parce que dans une manifestation, vous avez celui qui manifeste, vous avez sa famille. À un certain moment, ce n'est plus seulement une affaire des manifestants. Il y a la famille qui dit non, moi je ne veux pas que mon enfant aille se faire tuer. La femme dira non, je ne veux pas que mon mari aille se faire tuer. Et il y a une pression à l'intérieur même des maisons qui va s'exercer quand au niveau des manifestations, on se rend compte que le nombre de blessés et le nombre de morts grandit sans pour autant que les manifestations obtiennent progressivement des résultats. Parce que quand ils obtiennent progressivement des résultats, les gens continuent dans ce même sens en disant qu'on aura le résultat final au bout. Mais quand il commence à y avoir un très grand nombre de morts et le résultat n'est pas certain, il est clair qu'en ce moment, on se pose 2 fois plus de questions avant de sortir pour participer à une manifestation. Et le régime iranien accuse régulièrement des puissances étrangères d'être à l'origine des troubles. Est-ce que cette théorie elle est crédible? Est-ce que ici on fait référence aux États-Unis, par exemple, Donald Trump a prévenu d'une intervention? Non, ils ont clairement cité, le ministre des Affaires étrangères, le président de la République ont clairement cité les États-Unis et Israël. D'ailleurs, les ennemis éternels de l'Iran. Depuis l'ayatollah Khomeini, l'Iran est considéré, les États-Unis plutôt sont considérés comme le grand Satan. Quand on parle de Maison Blanche, ils parlent de Maison Noire. Israël est l'ennemi éternel pour l'Iran. Donc, il n'y a aucune surprise que ce soit les deux qui soient accusés. D'autant plus que n'oublions pas qu'il n'y a pas longtemps, Israël a fait une guerre de 12 jours avec l'Iran. Les États-Unis en ont profité pour bombarder l'Iran. Maintenant, dans le discours officiel iranien, ils font le distinguo en considérant qu'il y a des gens qui manifestent pour des raisons sociales, pour des raisons économiques. Ils considèrent que c'est normal et ils demandent même à l'armée de ne pas tirer sur ces populations. Ils considèrent qu'il y a d'autres manifestations qui, eux, sont plutôt des traîtres, qui sont manipulés par les États-Unis et par Israël pour déstabiliser la République islamique d'Iran. Ceux-là sont considérés comme des terroristes. D'ailleurs même, le procureur est sorti pour les menacer en leur disant que si on les prend, la sanction sur le plan juridique va être une sanction extrêmement forte. Donc, si vous voyez la démarche iranienne, on est en train de séparer les manifestations. C'est une stratégie du diviser pour que les gens ne puissent pas aller ensemble. Mais en Iran, de façon générale, quand tu dis Israël, quand tu dis États-Unis, une bonne partie de la population sont contre ces deux pays. Rappelez-vous que pendant les bombardements, même ceux qui étaient contre le régime ont dit non à Israël. Pourtant, ça aurait été l'occasion pour eux de demander à Israël de finir avec le régime israélien, mais ils ont dit non parce qu'ils savent qu'une bonne partie de la population iranienne est hostile à Israël et ce n'est pas à Israël qu'ils vont demander le soutien pour venir régler un problème interne en Iran.
L'Iran a connu des situations similaires depuis la révolution de 1979. Dernière en date, la protestation de 2022. Vous l'évoquiez tantôt après donc la mort de Mahsa Amini, un mouvement qui s'était déclenché après sa mort. Quel scénario envisager alors pour les prochaines semaines dans le pays? C'est difficile de dire qu'est-ce qui va se passer. Puisqu'à chaque fois qu'il y a eu des manifestations en Iran, on nous a dit que c'est la fin du règne. Pourtant, le régime est toujours là. Il est vrai que ce contexte est particulier. La guerre des 12 jours a affaibli l'Iran. C'est vrai qu'ils sont sortis presque vainqueurs parce qu'on a dit on va les écraser. Ils n'ont pas du tout été écrasés. Ils ne sont pas restés les bras croisés. Ça, il faut le dire clairement. Mais cela n'empêche que militairement, ils ont été affaiblis. N'oubliez pas que des individus précis ont été visés pendant cette guerre-là. Donc, il y a eu un affaiblissement du régime en tant que tel. Il y a également un affaiblissement à l'interne. Les manifestations après la mort de Mahsa Amini ont laissé des traces où on a eu de la contestation du régime, pas seulement du crime, mais du régime sur place, c'est-à-dire vous avez des Iraniens de plus en plus qui ne se satisfont plus du régime qui est en place. Est-ce que cela pourrait avoir un lien peut-être direct avec l'instauration de la police des mœurs qui a aussi engendré beaucoup de critiques? Non, la police des mœurs est venue avec la révolution iranienne, avec les gardiens de la révolution. Ce n'est pas une nouveauté. Cela existait, mais de façon générale, les Iraniennes portaient le tchador, parce qu'ici, il ne s'agit pas de la burqa, la tenue iranienne noire qu'on tire un peu sur les joues, on l'appelle le tchador. Les Iraniennes ont porté le tchador pendant un temps sans qu'il y ait une certaine contestation par rapport au tchador. C'est par la suite que certaines femmes ont commencé à contester le tchador. On a senti davantage la présence de cette police des mœurs qui demandait aux femmes de porter correctement leur voile. Il y a eu un durcissement parce qu'il ne faut pas oublier qu'un élan révolutionnaire, quand il a 5 ans, mais il diminue. La deuxième chose, quelle que soit la révolution, quand vous promettez des choses aux populations et que les populations ne voient pas ces choses que vous promettez, mais les populations commencent à s'interroger sur l'intérêt de la révolution. Et je parlais tout à l'heure des difficultés de l'Iran. N'oublions pas que également ses soutiens extérieurs ont des difficultés. Le Hezbollah au niveau du Liban. Les Houthis au niveau du Yémen, en Irak également, en Syrie, etc. Pour dire clairement qu'il n'y a pas seulement un affaiblissement à l'interne, il y a un affaiblissement à l'externe. Bon, ce qui amène certains à dire, attendez, cette fois-ci le régime pourrait tomber, mais à mon avis, ce n'est pas tout à fait évident parce que le régime est là, les populations iraniennes sont là, les manifestations actuelles, à mon avis, n'atteignent pas un niveau qui peut faire tomber le régime iranien pour ceux qui savent ce qu'est le régime iranien. Et cette fois, quel rôle jouent les femmes et les jeunes dans ce mouvement de contestation? Il y a des jeunes et des femmes dans les protestations. D'ailleurs, parmi les corps, il y a également des femmes pour montrer que les femmes participent à ces contestations. Les femmes se sont mêlées fortement aux contestations avec l'affaire Mahsa Amini et depuis lors, à chaque fois qu'il y a des manifestations, vous avez les femmes qui participent à ces manifestations. Il faut faire très attention, il ne faut pas regarder la femme iranienne comme une femme qui ne participe pas à la vie politique, à la vie sociale. En Iran, les femmes participent fortement à la vie politique et à la vie sociale. Il ne faut pas que le voile trompe les gens. Elles participent fortement à la vie politique, à la vie sociale et à la vie économique. Donc ce n'est pas une surprise quand il y a des manifestations qu'on retrouve des jeunes, qu'on retrouve également des femmes parmi les manifestantes. La communauté internationale semble prudente. Dispose-t-elle de réels leviers pour faire pression sur le régime iranien? On va exercer quelle pression encore sur l'Iran qui, depuis pratiquement la révolution, ne fait que subir des pressions, des embargos, une guerre contre l'Irak, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Iran s'est forgé dans cette résistance-là. Depuis la révolution, on n'a jamais laissé tranquille ce pays-là. Raison pour laquelle ce que l'Iran fait, il faut considérer cela comme des exploits. Parce que les Américains ont tout fait pour leur bloquer la route. Pas seulement leur bloquer la route, mais obliger également les autres à leur bloquer la route. Et les Iraniens se sont débrouillés pour être là où ils sont aujourd'hui,
ou sur le plan technique dans certains aspects, mais ils ont atteint des niveaux intéressants d'un point de vue technologique malgré tous ces blocages-là. Maintenant, quand on regarde les réactions, vous avez la réaction de Trump, la réaction d'Israël, ben, c'est clair, ça se comprend. Et ça comprend également pourquoi ils sont les premiers à être accusés. Trump va jusqu'à menacer de bombarder l'Iran. Vous avez le monde, la zone où se trouve l'Iran, ce monde arabo-islamique, où les réactions sont plus que timides, voire même extrêmement discrètes, puisque tous ces pays alentours ne souhaitent pas que ce qui se passe en Iran se passe chez eux. Vous n'avez pas exactement le même type de régime, mais vous avez exactement le même résultat. Des populations auxquelles on ne permet pas de pouvoir exprimer leur désaccord. Donc ceux-là ne vont pas soutenir les populations iraniennes de peur que cela ne fasse tache d'huile et que ça intervienne au niveau de leur propre pays. Vous avez la Russie, la Chine qui sont des partenaires stratégiques par rapport à l'Iran, qui prennent fait et cause pour le pouvoir iranien en disant que c'est une affaire intérieure, il ne faut pas qu'il y ait d'ingérence dans cette affaire intérieure et qui parlent de maintien d'ordre. Alors que bon, un maintien d'ordre quand ça touche à 192 morts, voire même plus, est-ce que c'est du maintien de l'ordre ou c'est du rétablissement de l'ordre? Parce que d'habitude, c'est dans le rétablissement de l'ordre qu'il y a des morts, mais pas dans le maintien de l'ordre. Et pour terminer, mais peut-on parler aujourd'hui d'une remise en cause durable du pouvoir en place en Iran? Il y a une remise en cause de la part de certains Iraniens. C'est indiscutable. On le voit avec certains Iraniens exilés qui se battent pour que le régime tombe. On voit même le fils de Reza Pahlavi, eux qui ont perdu le pouvoir au moment de la révolution, qui demandent même à l'armée de rejoindre les populations. Ben, je me demande de quelle armée ils parlent. Ça m'étonnerait qu'on voit l'armée iranienne rejoindre les populations. Mais n'oublions pas que l'Iran a appelé à une manifestation aujourd'hui. Et des Iraniens, des Iraniennes sont sortis en grand nombre pour manifester et soutenir le régime en place. J'apprécie pas cette façon de faire de la part d'un pouvoir quand il y a des forces de l'opposition qui manifestent, de faire manifester ses partisans, parce que pour moi, il y a un risque dedans de créer un affrontement entre les populations. Il fallait simplement, de la même manière que ceux qui sont pour le régime ont pu manifester librement aujourd'hui, laisser ceux qui sont contre le régime également pouvoir manifester librement. Parce que c'est ça la réalité de l'Iran aujourd'hui. Vous avez des gens qui sont pour le régime en place, vous avez d'autres qui sont contre. Il n'y a pas de raison qu'on empêche à certains de s'exprimer. Un régime solidement installé malgré tout? Il est encore solidement installé parce que c'est Netanyahou, lors de sa dernière visite aux États-Unis, qui a dit à Trump, tu dis de ne pas bombarder l'Iran, mais lui, il est convaincu que l'Iran, malgré les dégâts qui avaient été faits dans son arsenal militaire, il est convaincu que l'Iran a déjà reconstitué plus que ce qu'il avait pendant qu'on l'avait bombardé. Ça veut dire que sur le plan militaire, ils ont tiré la leçon de la guerre des 12 jours plutôt, et ils se sont remis en place avec des accords qu'ils ont publiés d'ailleurs avec la Chine et avec la Russie. Merci, Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis.